Oh, je suis trop contente de vous retrouver, j'ai eu une pulsion de vidéo, il fallait que je la fasse maintenant. Ça fait un moment que j'ai très envie de relire ou de découvrir des classiques que je ne connaissais pas avant, mais le temps me manque et j'avoue que mes piles à lire sont déjà suffisamment complètes et gonflées de nouveautés pour rajouter des relectures, surtout que c'est quand même des petits pavés. Du coup, si ça vous chauffe, eh ben j'ai bien envie de vous faire une lecture de Madame Bovary. Alors, au pire, ce qu'on peut faire, on fait un test aujourd'hui avec le chapitre 1, qui est déjà bien assez long. Si jamais ça vous plaît et que vous avez envie de lire la suite avec moi, enfin en tout cas que je vous lise la suite, vous me le dites en commentaire et je ferai la suite dans une prochaine vidéo à un autre moment. Mais je me dis, je peux pas faire de lecture à voix haute d'œuvres récentes, parce que tout simplement les droits d'auteur, parce que c'est pas libre de droit, ce qui est bien normal. Je peux faire pour un premier chapitre ou quelques premières pages, puisque les maisons d'édition les rendent eux-mêmes disponibles pour faire découvrir un petit peu le style aux lecteurs, mais je peux pas aller plus loin. Par contre, les classiques, on est en roue libre, on a le droit, c'est disponible. Et en plus, j'ai cette magnifique édition de Madame Bovary des éditions Thibert, du coup, et je n'ai pas encore eu l'occasion de la redécouvrir dans cette édition qui est absolument sublissime, avec une pagination sublime et des images. Voilà, donc, alors oui, c'est long, hein. Pourquoi? Non mais j'ai hésité, mais je sais pas, j'ai envie de le relire, donc why not? Voilà, donc écoutez, on va partir sur le chapitre 1, et qui est quand même assez long, hein, donc on en a pour une petite demi-heure je pense. Faites une activité à côté, posez-vous, coloriez, faites ce qui vous botte, et à la fin de cette lecture, eh ben on débriefera ensemble, enfin moi de mon côté et vous en commentaire si vous le souhaitez, de notre ressenti, de notre envie, de nos pensées, de l'analyse, enfin bref, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent par rapport à cette lecture. Est-ce que ça vous va? De toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque je suis lancée là. Hein. Donc on part sur une vidéo unique pour le moment, et si le concept vous plaît, je vous ferai la suite. Moi j'avoue que ça me botte, mais voilà, il faut pas que je sois seule, quoique je peux, au pire, je fais une vidéo seule, et ça marche aussi. Hein. Je vous lis juste le petit paragraphe qui est derrière, parce que je le trouve trop beau, c'est une citation de Flaubert. Pourquoi déclamer contre les passions? Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur la terre? La source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, de tout enfin. On est bien d'accord? Voici l'intérieur des 2 premières pages, magnifique. Il y a une petite lettre de Flaubert tout au début. « Cher et illustre ami, permettez-moi d'inscrire votre nom en tête de ce livre et au-dessus de sa dédicace, car c'est à vous surtout que j'en dois la publication. En passant par votre magnifique plaidoirie, mon œuvre a acquis pour moi-même comme une autorité imprévue. Acceptez donc ici l'hommage de ma gratitude, qui, si grande qu'elle puisse être, ne sera jamais à la hauteur de votre éloquence et de votre dévouement. À Marie-Antoine Jules Sénard, membre du barreau de Paris, ex-président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'Intérieur. Paris, le 12 avril 1857. Parce qu'il me semble, de mémoire, que Madame Bovary, quand il est sorti, a été censuré pour outrage aux bonnes mœurs, n'est-ce pas? Et puis ça a été défendu et il a pu être publié. De mémoire, c'est quelque chose comme ça. Première partie, chapitre 1. Regardez un peu cette magnifique... Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands ou l'appelle son âge. » Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droits sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures, et laisser voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude, et, à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses 2 genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses enfin dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleine, elle commençait par 3 boudins circulaires,
puis s'alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné couvert d'une broderie en soutache compliquée et d'où pendait au bout d'un long cordon trop mince un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. « Levez-vous » dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Oh, débarrassez-vous donc de votre casque » dit le professeur qui était un homme d'esprit. Il eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous » reprit le professeur, « et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. « Répétez » Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut » cria le maître, « plus haut » Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot « Charbovary !» Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aiguës. On hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait « Charbovary, Charbovary !» Puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où saillissait encore çà et là comme un pétard mal éteint quelques rires étouffés. Cependant, sous la pluie des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse au pied de la chaire. Il se mit en mouvement, mais avant de partir, hésita. « Que cherchez-vous » demanda le professeur. « Ma casse » fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets. « 500 vers à toute la classe !» exclamé d'une voix furieuse, arrêta comme le Quessego une bourrasque nouvelle. « Restez donc tranquille !» continua le professeur indigné et s'essuyant le front avec son mouchoir qu'il venait de prendre dans sa toque. « Quant à vous, le nouveau, vous me copierez 20 fois le verbe « ridiculus sum !» Puis d'une voix plus douce. « Eh, vous la retrouverez, votre casquette, on ne vous l'a pas volée !» Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau resta pendant 2 heures dans une tenue exemplaire, quoiqu'il eût bien de temps à autre quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce sans doute à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut de ne pas descendre dans la classe inférieure, car s'il savait passablement ses règles, il n'avait guère d'élégance dans les tournures. C'était le curé de son village qui lui avait commencé le latin, ses parents, par économie, ne l'ayant envoyé au collège que le plus tard possible. Son père, M. Charles-Denis Bartholomé Bovary, ancien aide chirurgien-major compromis vers 1812 dans des affaires de conscription et forcé vers cette époque de quitter le service, avait alors profité de ses avantages personnels pour saisir au passage une dot de 60 000 francs qui s'offrait en la fille d'un marchand bonnetier devenu amoureuse de sa tournure. Bel homme, hâbleur, faisant sonner haut ses éperons, portant des favoris rejoints aux moustaches, les doigts toujours garnis de bagues et habillé de couleurs voyantes, il avait l'aspect d'un brave, avec l'entrain facile d'un commis voyageur. Une fois marié, il vécut 2 ou 3 ans sur la fortune de sa femme, dînant bien, se levant tard, fumant dans de grandes pipes en porcelaine, ne rentrant le soir qu'après le spectacle et fréquentant les cafés. Le beau-père mourut et laissa peu de choses. Il en fut indigné, se lança dans la fabrique, y perdit quelques argents, puis se retira dans la campagne où il voulut faire valoir. Mais comme il ne s'entendait guère plus en culture qu'en indienne, qu'il montait ses chevaux au lieu de les envoyer au labour, buvait son cidre en bouteille au lieu de le vendre en barrique, mangeait les plus belles volailles de sa cour et graissait ses souliers de chasse avec le lard de ses cochons, il ne tarda point à s'apercevoir qu'il valait mieux planter là toute spéculation. Moyennant 200 francs par an, il trouva donc à louer dans un village sur les confins du pays de Caux et de la Picardie. Une sorte de logis moitié ferme, moitié maison de maître, et, chagrin, rongé de regrets, accusant le ciel, jaloux contre tout le monde, il s'enferma dès l'âge de 45 ans, dégoûté des hommes, disait-il, et décidé à vivre en paix. Sa femme avait été folle de lui autrefois. Elle l'avait aimé avec 1000 servilités qui l'avaient détaché d'elle encore davantage. Enjouée jadis, expansive et tout aimante, elle était en vieillissant devenue, à la façon du vin éventé qui se tourne en vinaigre, d'humeur difficile, piaillarde, nerveuse. Elle avait tant souffert, sans se plaindre d'abord quand elle le voyait courir après toutes les gotons de village, et que 20 mauvais lieux le lui renvoyaient le soir, blasé et puis en l'ivresse. Puis l'orgueil s'était révolté. Alors elle s'était tue, avalant sa rage dans un stoïcisme muet qu'elle garda jusqu'à sa mort.
Elle était sans cesse en course, en affaires. Elle allait chez les avoués, chez le président, se rappelait l'échéance des billets, obtenait les retards, et à la maison repassait, cousait, blanchissait, surveillait les ouvriers, soldait les mémoires, tandis que, sans s'inquiéter de rien, monsieur, continuellement engourdi dans une somnolence boudeuse dont il ne se réveillait que pour dire des choses désobligeantes, restait à fumer au coin du feu, en crachant dans les cendres. Quand elle eut un enfant, il le fallut mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut gâté comme un prince. Sa mère le nourrissait de confiture. Son père le laissait courir sans souliers, et pour faire le philosophe disait même qu'il pouvait bien aller tout nu comme les enfants des bêtes. À l'encontre des tendances maternelles, il avait en tête un certain idéal viril de l'enfance, d'après lequel il tâchait de former son fils, voulant qu'on l'élevât durement, à la Spartiate, pour lui faire une bonne constitution. Il l'envoyait se coucher sans feu, lui apprenait à boire de grands coups de rhum et à insulter les processions. Mais, naturellement paisible, le petit répondait mal à ses efforts. Sa mère le traînait toujours après elle. Elle lui découpait des cartons, lui racontait des histoires, s'entretenait avec lui dans des monologues sans fin, pleins de gaieté mélancolique et de chatteries babillardes. Dans l'isolement de sa vie, elle reporta sur cette tête d'enfant toutes ses vanités éparses, brisées. Elle rêvait de hautes positions, elle le voyait déjà grand, beau, spirituel, établi, dans les ponts et chaussées ou dans la magistrature. Elle lui apprit à lire et même lui enseigna sur un vieux piano qu'elle avait à chanter 2 ou 3 petites romances. Mais à tout cela, M. Bovary, peu soucieux des lettres, disait que ce n'était pas la peine. Aurait-il jamais de quoi l'entretenir dans les écoles du gouvernement, lui acheter une charge ou un fonds de commerce? D'ailleurs, avec du toupet, un homme réussit toujours dans le monde. Madame Bovary se mordait les lèvres et l'enfant vagabondait dans le village. Il suivait les laboureurs et chassait à coups de motte de terre les corbeaux qui s'envolaient. Il mangeait des mûres le long des fossés, gardait les dindons avec une gaule, fanait à la moisson, courait dans le bois, jouait à la marelle sous le porche de l'église les jours de pluie, et, aux grandes fêtes, suppliait le bedeau de le laisser sonner les cloches pour se pendre de tout son corps à la grande corde et se laisser emporter par elle dans la volée. Aussi poussa-t-il comme un chêne. Il acquit de fortes mains, de belles couleurs. À 12 ans, sa mère obtint que l'on commençât ses études. On en chargea le curé, mais les leçons étaient si courtes et si mal suivies qu'elles ne pouvaient servir à grand-chose. C'était au moment perdu qu'elle se donnait, dans la sacristie, debout, à la hâte, entre un baptême et un enterrement. Ou bien le curé envoyait chercher son élève après l'angélus, quand il n'avait pas à sortir. On montait dans sa chambre, on s'installait. Les moucherons et les papillons de nuit tournoyaient autour de la chandelle. Il faisait chaud, l'enfant s'endormait, et le bonhomme s'assoupissant, les mains sur le ventre, ne tardait pas à ronfler, la bouche ouverte. D'autres fois, quand monsieur le curé, revenant de porter le viatique à quelques malades des environs, apercevait Charles qui polissonnait dans la campagne, il l'appelait, le sermonnait un quart d'heure et profitait de l'occasion pour lui faire conjuguer son verbe au pied d'un arbre. La pluie venait les interrompre, ou une connaissance qui passait. Du reste, il était toujours content de lui, disait même que le jeune homme avait beaucoup de mémoire. Charles ne pouvait en rester là. Madame fut énergique. Honteux, ou fatigué plutôt, monsieur céda sans résistance, et l'on attendit encore 1 an que le gamin eût fait sa première communion. 6 mois se passèrent encore, et l'année d'après, Charles fut définitivement envoyé au collège de Rouen, où son père l'amena lui-même vers la fin d'octobre, à l'époque de la foire Saint-Romain. Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rien rappeler de lui. C'était un garçon de tempérament modéré qui jouait aux récréations, travaillait à l'étude, écoutant en classe, dormant bien au dortoir, mangeant bien au réfectoire. Il avait pour correspondant un quincaillier en gros de la rue Gantry, qui le faisait sortir 1 fois par mois, le dimanche, après que sa boutique était fermée, l'envoyait se promener sur le port à regarder les bateaux, puis le ramener au collège dès 7 heures avant le souper. Le soir de chaque jeudi, il écrivait une longue lettre à sa mère, avec de l'encre rouge et 3 pains à cacheter. Puis il repassait ses cahiers d'histoire ou bien lisait un vieux volume d'Anarchassis, qui traînait dans l'étude. En promenade, il causait avec le domestique qui était de la campagne, comme lui. À force de s'appliquer, il se maintint toujours vers le milieu de la classe. Une fois même, il gagnait un premier accessit d'histoire naturelle. Mais à la fin de sa 3e, ses parents le retirèrent du collège pour lui faire étudier la médecine, persuadés qu'il pourrait se pousser seul jusqu'au baccalauréat. Sa mère lui choisit une chambre au 4e sur l'Audrebec, chez un teinturier de sa connaissance. Elle conclut les arrangements pour sa pension, se procura des meubles, une table et 2 chaises, fit venir de chez elle un vieux lit en merisier et acheta de plus un petit poêle en fonte avec la provision de bois qui devait chauffer son pauvre enfant. Puis elle partit au bout de la semaine, après 1000 recommandations de se bien conduire, maintenant qu'il allait être abandonné à lui-même. Le programme des cours qu'il lut sur l'affiche lui fit un effet d'étourdissement. Cours d'anatomie, cours de pathologie, cours de physiologie, cours de pharmacie, cours de chimie et de botanique et de clinique et de thérapeutique, sans compter l'hygiène ni la matière médicale, tout nom dont il ignorait les étymologies et qui étaient comme autant de portes de sanctuaires pleins d'augustes ténèbres. Il n'y comprit rien. Il avait beau écouter, il ne saisissait pas. Il travaillait pourtant, il avait des cahiers reliés, il suivait tous les cours, il ne perdait pas une seule visite.
Il accomplissait sa petite tâche quotidienne à la manière du cheval de manège qui tourne en place les yeux bandés, ignorant de la besogne qu'il broie. Pour lui épargner de la dépense, sa mère lui envoyait chaque semaine par le messager un morceau de veau cuit au four, avec quoi il déjeunait le matin quand il était rentré de l'hôpital, tout en battant la semelle contre le mur. Ensuite, il fallait courir aux leçons, à l'amphithéâtre, à l'hospice et revenir chez lui, à travers toutes les rues. Le soir, après le maigre dîner de son propriétaire, il remontait à sa chambre et se remettait au travail, dans ses habits mouillés qui fumaient sur son corps devant le poêle rougi. Dans les beaux soirs d'été, à l'heure où les rues tièdes sont vides, quand les servantes jouent au volant sur le seuil des portes, il ouvrait sa fenêtre et s'accoudait. La rivière qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise coulait en bas sous lui, jaune, violette ou bleue entre ses ponts et ses grilles. Des ouvriers accroupis au bord lavaient leurs bras dans l'eau. Sur des perches partant du haut des greniers, des écheveaux de coton séchaient à l'air. En face, au-delà des toits, le grand ciel pur s'étendait avec le soleil rouge se couchant. Qu'il devait faire bon là-bas. Quelle fraîcheur sous la hêtraie. Et il ouvrait les narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne qui ne venaient pas jusqu'à lui. Il maigrit, sa taille s'allongea, et sa figure prit une sorte d'expression dolente qui la rendit presque intéressante. Naturellement, par nonchalance, il en vint à se délier de toutes les résolutions qu'il s'était faites. Une fois, il manqua la visite, le lendemain son cours, et savourant la paresse, peu à peu, n'y retourna plus. Il prit l'habitude du cabaret, avec la passion des dominos, s'enfermait chaque soir dans un sale appartement public pour y taper sur des tables de marbre de petits os de moutons marqués de points noirs, lui semblait un acte précieux de sa liberté qui le rehaussait d'estime vis-à-vis de lui-même. C'était comme l'initiation au monde, l'accès des plaisirs défendus, et en entrant, il posait la main sur le bouton de la porte avec une joie presque sensuelle. Alors, beaucoup de choses comprimées en lui se dilatèrent. Il apprit par cœur des couplets qu'il chantait au bienvenu, s'enthousiasma pour Bérengère, sut faire du punch et connut enfin l'amour. Grâce à ses travaux préparatoires, il échoua complètement à son examen d'officier de santé. On l'attendait le soir même à la maison pour fêter son succès. Il partit à pied et s'arrêta vers l'entrée du village où il fit demander sa mère, lui conta tout. Elle l'excusa, rejetant l'échec sur l'injustice des examinateurs et le raffermit un peu, se chargeant d'arranger les choses. 5 ans plus tard seulement, M. Bovary connut la vérité. Elle était vieille. Il l'accepta, ne pouvant d'ailleurs supposer qu'un homme issu de lui fût un sot. Charles se remit donc au travail et prépara sans discontinuer les matières de son examen, dont il apprit d'avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère. On donna un grand dîner. Où irait-il exercer son art? À Tostes. Il n'y avait là qu'un vieux médecin. Depuis longtemps, Madame Bovary guettait sa mort, et le bonhomme n'avait point encore plié bagage que Charles était installé en face, comme son successeur. Mais ce n'était pas tout que d'avoir élevé son fils, de lui avoir fait apprendre la médecine et découvert Tostes pour l'exercer. Il lui fallait une femme. Elle lui en trouva une, la veuve d'un huissier de Dieppe qui avait 45 ans et 1200 livres de rente. Quoiqu'elle fût laide, sèche comme un cotteret et bourgeonnée comme un printemps, certes, Madame Dubuc ne manquait pas de partis à choisir. Pour arriver à ses fins, la mère Bovary fut obligée de les évincer tous, et elle déjoua même fort habilement les intrigues d'un charcutier qui était soutenu par les prêtres. Charles avait entretenu dans le mariage l'avènement d'une condition meilleure, imaginant qu'il serait plus libre et pourrait disposer de sa personne et de son argent. Mais sa femme fut le maître. Il devait devant tout le monde dire ceci, ne pas dire cela, faire maigre tous les vendredis, s'habiller comme elle l'entendait, harceler par son ordre les clients qui ne payaient pas. Elle décachetait ses lettres, épiait ses démarches, et l'écoutait à travers la cloison donner ses consultations dans son cabinet quand il y avait des femmes. Il lui fallait son chocolat tous les matins, des égards à n'en plus finir. Elle se plaignait sans cesse de ses nerfs, de sa poitrine, de ses humeurs. Le bruit des pas lui faisait mal, on s'en allait. La solitude lui devenait odieuse. Revenait-on près d'elle, c'était pour la voir mourir sans doute. Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait du dessous des draps ses longs bras maigres, les lui passait autour du cou, et l'ayant fait asseoir au bord du lit, se mettait à lui parler de ses chagrins. Il l'oubliait, il en aimait une autre. On lui avait bien dit qu'elle serait malheureuse. Et elle finissait en lui demandant quelques sirops pour sa santé et un peu plus d'amour. Et ceci est la fin du chapitre 1 avec une petite tête de Charles Bovary, sans doute ici, qui a l'air bien piteux. Alors je me rappelais pas du tout que ça commençait comme ça, puisque l'histoire s'appelle Madame Bovary, Emma Bovary, donc qui n'est pas cette femme-là. Hein. Et du coup, on commence par Charles Bovary, donc ce qui va être son mari. Et je me rappelais pas du tout qu'on commençait par une vision de lui. Et j'adore j'adore le style. Vraiment, l'écriture est sublime et tu sens que le choix des mots est hyper bien choisi. Le personnage de Charles, tu vois déjà qu'il transpire d'ennui en fait. Il est on ne peut plus ordinaire et soumis, que ce soit d'abord à sa mère, ensuite à sa prochaine femme, enfin sa première femme. Et je trouve ça hyper intéressant à lire. Et je trouve ça dingue parce que en quelques pages,
Ah bon, après les descriptions aident beaucoup, enfin les descriptions de caractères et les petites indications qui sont données en adjectifs, mais en quelques pages, on a vraiment bien cerné le personnage. Du coup, j'ai hâte de lire la suite. N'hésitez pas à me dire honnêtement si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave en soi, je le prendrai pas mal du tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous et à redécouvrir le texte à vos côtés. Du coup, je vous fais plein de bisous et j'ai hâte d'avoir vos avis également sur ce pauvre Charles Bovary qui est quand même bien malchanceux. Que pensez-vous de la plume, du style et est-ce que ma lecture vous convient également? N'hésitez pas à me donner vos retours. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein de belles lectures. Mouah! Bisous tout plein.